Paris. Bon, bah écoutez, Vox Populi, Vox Dei. Alors, bah écoutez, on va se balader à Paris. Donc, comme vous le savez, je viens de Paris, et donc c'est toujours un plaisir de partager l'histoire de ma ville. Là, on se trouve actuellement sur Google Earth, qui est une application développée, comme son nom l'indique, par Google, et qui permet en gros de se balader comme si on était sur Google Maps, mais sans tous les trucs sans les sollicitations commerciales, et qui fait partie de tout ce qui est programme culturel de Google pour découvrir. Par exemple, là, vous avez un explorateur qui vous propose des thématiques pour découvrir le monde. Donc si vous êtes curieux, si vous aimez vous balader, c'est toujours intéressant de télécharger ce genre d'outils. On parlera également du géoportail, qui est un élément intéressant dont je parlerai tout à l'heure, qui, lui, si vous aimez vous balader sur les maps, en ces temps de confinement, pourrait être utile. Sam Dutch, oui, c'est ça. Et donc, Paris. Paris, donc, alors, attendez, là, on va mettre les frontières de base. Voilà. Vous avez une bonne idée de ce qu'est Paris, comme ça. Paris, vous le savez, c'est la capitale de notre beau pays à nous Français. Je salue les Belges, luxembourgeois, suisses, canadiens et autres francophones qui nous regarderaient. Et Paris est une ville qui est assez vieille et qui ne s'est pas appelée comme ça depuis le début. Alors Paris tient son nom de la tribu des Parisi, qui était une tribu gauloise qui vivait dans autour de la région, hein, pas que dans la ville de Paris même, mais qui vivait dans le coin. Et Paris est une ville qui est très vite devenue Lutèce à l'époque romaine. La première mention de Paris est faite par Jules César, hein, donc quelques années avant le début quelques années avant qu'il meure. Donc César est né en 100, il est mort en moins 44. Donc Paris a été mentionné pour la première fois au 1er siècle avant notre ère par César. Enfin, pas Paris, Lutèce, pardon. Sur ce que voudrait dire Lutèce, alors il y a beaucoup de spéculations. Ça tournerait autour d'une histoire d'eau, une histoire de marais, d'eau stagnante, de chaudron. Enfin, il y a plein. Je suis pas expert, donc je laisse vraiment ça aux experts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui était la région des Parisis ou Lutèce à l'époque était une zone extrêmement marécageuse, une zone dans laquelle il y avait des hauteurs un peu partout, et en fait toute cette partie de la rive droite était occupée par des marais. D'où le nom du quartier du Marais d'ailleurs, qui subsiste encore à Paris aujourd'hui. Paris devient très vite avec la conquête de la Gaule par les Romains, Paris va devenir également une implantation urbaine romaine, et les implantations urbaines romaines sont régies par un principe dont vous avez déjà entendu parler dans vos cours d'histoire, qui est le Cardo Decumanus. Donc le Cardo Decumanus, c'est en gros, vous avez deux routes qui se croisent à angle droit, le Cardo nord-sud et le Decumanus est-ouest, et qui sont le plan hippodamien, le plan parfaitement géométrique de la ville, qui dessine les camps militaires romains et les colonies romaines, et qui est adapté évidemment à tout ce qui est emprise urbaine romaine dans l'Empire romain tout autour de la Méditerranée. Bonjour aux arrivants. Et donc à Paris, le Cardo Decumanus, il existe toujours, enfin il a un peu été modifié. Le Cardo pour les Parisiens, qui serait encore le Cardo Maximus, donc le principal, c'est la rue Saint-Jacques, c'est celle que vous avez ici, qui s'arrête devant le Panthéon par exemple. Si vous avez vu le Panthéon, il y a la rue Soufflot qui la coupe, et ça tombe bien parce que le Decumanus Maximus, c'était l'actuelle rue Soufflot qui prend son nom de l'architecte du Panthéon. Et donc là, vous êtes au croisement du Cardo Maximus et du Decumanus Maximus, à côté duquel se trouvait le Forum romain, qui était implanté là, et dont on a gardé quelques vestiges. Hein. Alors on a construit un parking souterrain, comme à l'époque où ça a été construit, on les a retrouvés, on a préféré les détruire en grande partie, et laisser le parking malgré tout. Un cas qui est intéressant d'ailleurs, de ce genre d'archéologie qui est faite pendant des travaux de construction de parking ou d'autres trucs, et qui a été gardé, c'est la crypte archéologique sous Notre-Dame, qui avait été excavée pour construire un parking au pied de la cathédrale à l'époque, et finalement il a été gardé, ça n'a pas été détruit, le parking a été le parking a été déplacé un peu plus loin. Le plan hippodamien, oui, c'est les conceptions urbanistiques de l'Antiquité, William.
Et donc, et le centre, en gros, le centre historique de Paris est là, hein, au fond de l'image ici. Donc là, on était dans le parfait centre géographique de Paris. Et donc, évidemment, c'est pas les seules routes qui se coupent à angle droit. C'est pour ça qu'on parle de Maximus pour le Cardo et de Cumanus. C'est qu'il y en a d'autres qui n'ont pas la moindre importance. Aujourd'hui, cet axe nord-sud est légèrement le même. Hein, il date de Napoléon III. Ça va être le boulevard Saint-Michel qui est prolongé par le boulevard Sébastopol et le boulevard de Strasbourg. Il est toujours là. Et ça va être plutôt le boulevard Saint-Germain que vous avez ici, le boulevard Saint-Germain que vous avez ici, ou une partie des anciens boulevards de l'époque de Louis XIV. Mais on en parle après. Donc Paris est une ville romaine, enfin Lutèce est une ville romaine qui est occupée par les Parisis. Historiquement, donc vous l'avez vu, on est au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, donc qui était une grande colline de Paris, et les habitants vont peu à peu coloniser le reste. Il y avait également des habitants sur l'actuelle île de la Cité. Il faut savoir qu'à l'époque d'ailleurs, il n'y avait pas que deux îles que sont l'île de la Cité et, dans le bon sens ça marche mieux, que sont l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Il y avait 6-7 îles qui par la suite ont été raccordées entre elles pour former deux îles plus grandes ou qui ont été raccordées à la rive droite et la rive gauche. Est-ce que vous... non, le Saint Graal n'est pas sous la pyramide du Louvre. Et quel est le plus vieux bâtiment encore debout? Du coup, ça c'est une très bonne question. C'est sûrement des ruines romaines, mais après, est-ce que c'est un bâtiment actif ou pas actif? En tout cas, Paris, à l'époque de l'Empire romain, vous savez que les menaces barbares se font de plus en plus pressantes, et peu à peu, on va délaisser cette partie-là pour aller se réfugier sur l'île de la Cité, et on va utiliser une partie des pierres des monuments romains pour construire une première série de fortifications, enfin une deuxième série de fortifications. Il y avait les fortifications gauloises probablement avant, et pour avoir ces pierres, et comme l'urgence presse, on va aller dépouiller tout un tas de bâtiments romains. Ça c'est la vieille histoire de l'Europe, hein. Il y a tout un tas de monuments, c'est tout le recyclage médiéval aussi en partie. On réutilise de la matière première des autres bâtiments pour construire d'autres bâtiments. Et là, c'est quelque chose d'important vu que c'est une enceinte qui doit protéger des invasions barbares. Et il y a notamment, par exemple, les arènes de Lutèce qui vont être dépouillées de leurs pierres pour construire cette première enceinte qui est sur l'île de la Cité, sur lequel se trouve l'actuel palais de justice, mais qui sera plus tard le palais des rois de France, et à laquelle se trouve à l'époque le palais du roi romain. Et donc l'histoire de Paris va être de la ville qui, à partir du IVe siècle, va s'appeler Paris, va commencer à évoluer. Vous savez que les Romains ne seront plus là, ça va être les Francs. Je schématise vraiment énormément, hein, donc ça va être la naissance de la France un bon siècle après avec les Francs, et ce sera Clovis, si je ne dis pas de bêtises, qui fera de Paris son équivalent de capitale en partie, et peu à peu Paris va grandir, Paris qui tient son nom des Parisis comme je vous le disais, et les enceintes vont se multiplier dans Paris. Et si vous voulez, la première enceinte est là, après vous avez l'enceinte de Philippe Auguste, l'enceinte de Charles V, vous avez ensuite, au fil des siècles, ces enceintes vont corseter Paris, parce qu'on est au Moyen-Âge, il faut protéger les villes contre les seigneurs de guerre, les pillages, la guerre en général, et on arrive à l'époque de Louis XIV, au XVIIe siècle, et Louis XIV, lui, va dire « Je me sens suffisamment fort, je me sens suffisamment puissant, je vais abattre les murailles de Paris. » Et c'est ce que Louis XIV va faire. Il va abattre les enceintes qui avaient été construites sous Louis XIII aussi. Paris est une ville ouverte. Paris n'a plus de murailles. Et donc, c'est ce que Louis XIV va utiliser pour construire les premiers boulevards qui vont, grosso modo, être là. Vous les avez ici. Et dont le pendant sera construit, les boulevards du Midi, côté sud aussi. Voilà, je fais vraiment ça à gros traits, et c'est là qu'on commence au milieu de la ville médiévale. Donc vous savez ce qu'est la ville médiévale. La ville médiévale, ce sont des rues étroites, tortueuses, avec des avancées dessus des bâtiments par rapport à la rue. Donc ce sont des rues extrêmement resserrées, où prospèrent les épidémies, du coup, vu que tout le monde vit entassé dans des petits volumes, avec pas d'hygiène, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'évacuation, tout le monde est collé les uns aux autres, et il y a quand même de premières grandes percées qui sont faites à ce moment. Louis XIV, lui, ne vit plus à Paris, il vit
Il vit à Versailles, il a délaissé le palais des rois carolingiens, il a délaissé ce qui était le palais du Louvre à l'époque, ou les Tuileries qui étaient là, et Louis XIV, lui, va partir à Versailles, et Paris va commencer doucement comme ça à se moderniser. Et on commence à avoir une première intervention urbaine sur le tissu de Paris pour faire ces grandes percées qui ont un but de promenade. Alors il y a aussi également des discussions sur le fait de savoir si boulevard est un mot français ou pas. Semble-t-il, il viendrait du néerlandais. Mais en tout cas, les premiers boulevards sont créés et c'est à partir de ce moment que Paris va être un peu moins moyenâgeuse. On est dans la Renaissance. On est dans l'époque moderne même, et on va peu à peu s'imaginer vers des interventions de plus en plus importantes et massives sur le tissu urbain parisien. Je vais en profiter pour lire vos remarques au passage. Alors, c'est une auberge. Alors, il y a une des plus vieilles caves de Paris, William, qui est une cave romaine, qui est dans un restaurant aujourd'hui, donc ça c'est possible. Les arènes de Lutèce, c'est pas le plus ancien. Ben non, il y a des trucs qui préexistaient avant les arènes de Lutèce, et possiblement le forum romain, par exemple. On peut penser que les Romains aient construit le forum avant les arènes, et il reste des parties du mur des arènes de Lutèce, une partie du mur du forum romain qui est sous le Panthéon, comme je le disais tout à l'heure. On parlera du système d'arrondissement aussi. Ils auraient dû faire des confinements plus souvent à cette époque. Mais enfin, ça vous explique d'ailleurs pourquoi les épidémies étaient aussi beaucoup plus mortelles à l'époque. Il n'y avait pas les règles d'hygiène élémentaires aujourd'hui. Enfin, je dis élémentaires. Je parle pour les garçons, je ne sais pas ce que c'est pour les filles, mais quand vous voyez le nombre de mecs qui sortent des chiottes sans se laver les mains, ça pose des questions sur les règles d'hygiène élémentaires. Donc je ferme la parenthèse. Donc oui, évidemment, tout le monde vient entasser les uns sur les autres, c'est très compliqué, on fait beaucoup d'enfants aussi parce qu'il y a énormément d'enfants qui ne survivent pas, donc forcément quand vous faites 10 enfants, qu'il y en a 2 qui survivent, bah oui, vous vivez entassés, vous savez en plus que les enfants attrapent tout ce qui se passe en termes de maladies, donc ça se refile, c'est très compliqué les épidémies, d'autant que la ville n'est pas construite qu'en pierre, donc il y a des risques d'incendie, etc., c'est très compliqué. Il y a quand même quelques interventions ponctuelles à Paris. L'intervention de la monarchie fait que vous avez des gestes. Là, prenons une église dont je vous parlais tout à l'heure, le Panthéon. Le Panthéon, c'est l'église qui avait été construite par Louis XV, qui était mourant. Tout le monde le disait mourant. Et en fait, Louis XV a guéri in extremis, alors que tout le monde pensait qu'il allait passer l'arme à gauche. Et il avait fait un vœu, s'il guérissait, il allait construire une église. C'est l'église qui allait donner le Panthéon. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà visité le Panthéon. Aujourd'hui, c'est le temple national de la République pour les grands hommes, vous voyez que ça a été une église auparavant. Même, alors il y a encore une croix au-dessus, ce qui aurait fait enrager Voltaire, semble-t-il, mais il y a toujours cet héritage qui est présent dans l'édifice, où Paris était une église, et donc les rois interviennent ponctuellement. Vous avez d'autres, on fera une balade plus précise après, je vous rassure, là on reste juste en vue de dessus. On parle de Louis XIV, prenons la place Vendôme. La place Vendôme, il n'y avait pas la colonne à l'époque, mais c'est un des modèles de la place Royale. La place Royale, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un bon exemple, comme les boulevards d'intervention urbanistique dans le tissu urbain à l'époque de l'Ancien Régime. C'est que c'est une place qui est voulue par le roi, et c'est une place qui est homogène. Vous allez place Vendôme, vous allez place des Vosges, place Dauphine, c'est plus le cas comme elle a été un peu défigurée. En fait, vous avez une harmonie des façades. Vous avez cette espèce de grand dessin architectural et artistique qui fait que... Alors, si tu veux bien te mettre là, voilà, c'est parfait. Donc voilà, où que vous vous mettiez, vous voyez qu'il y a une unité de façade là-dessus. Et ça, c'est voulu par le roi. Et en fait, le roi vend les façades et charge aux aristocrates et aux riches et à la noblesse de faire construire derrière. Mais en tout cas, le roi impose les façades et le cadre urbain, et derrière, les gens construisent ce qu'ils veulent. Alors évidemment, les façades étant ce qu'elles sont, vous ne pouvez pas construire autant d'étages que vous voulez, mais ça, c'est un bon exemple. Et ça, c'est le modèle de la place royale sous Louis XIV. Vous avez un autre modèle qui est très connu, c'est la place des Vosges, qui elle est de l'autre... Alors pourquoi il me l'inverse à chaque fois? Voilà, la place des Vosges qui elle est... non, ça c'est les Halles, elle est là, vous voyez, également une place carrée, où c'est légèrement différent, puisque ce sont des bâtiments... Là, on est vraiment dans le style Louis XIII, ce sont des bâtiments en pierre de taille et en briques, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a une statue de Louis XIII, elle est là, mais au milieu de la place des Vosges, que vous avez là. Voilà, la place Stanislas à Nancy, effectivement, je crois que c'est le même modèle. Que j'en profite pour lire ce n'est pas à Reims, du coup, c'est là qu'il s'est fait couronner, en tout cas. Alors, pourquoi tu me parlais du couronnement, Wataku, rappelle-moi.
Pour Clovis. Ah oui, oui, après le couronnement des rois de France était fait ailleurs. Hein, mais j'ai un doute sur ce que je vous ai dit sur Clovis tout à l'heure, mais en tout cas, oui, les rois de France étaient couronnés à Reims, sauf à quelques exceptions pour des raisons historiques, évidemment. Un autre exemple de place royale, par exemple, c'est la place Dauphine, qui est là. Vous voyez, cette place en forme de triangle est quand même assez... ressemble pas à ce que je vous disais, parce que elle a souffert de son emplacement. Déjà, parce que si vous vous y baladez, vous verrez qu'il n'y a plus du tout d'harmonie entre les œuvres. Il y a une harmonie, mais effectivement, il n'y a pas la même hauteur. Alors, on garde grosso modo le même esprit, pierre de taille et briques, quand vous allez sur la place Dauphine, mais vous avez des bâtiments très différents, parce qu'elle a été un peu massacrée au fil des siècles. Là, vous voyez par exemple qu'une partie de la partie qui fermait la place ici a été détruite pour laisser construire la cour de cassation, enfin le tribunal de Paris à l'époque de Napoléon. Vous voyez qu'effectivement les bâtiments ont été détruits au fur et à mesure des siècles. Donc effectivement, il y a beau y avoir la règle, il y a certaines places qui n'ont pas été épargnées là-dessus. En tout cas, il y a tout ça pour vous dire qu'il y a ces différentes places qui sont vraiment le moment privilégié de la geste royale sur l'intervention urbaine. Une place qui est très connue dans notre histoire et dont on réentend parler à chaque fois, c'est la place de la Concorde, anciennement place de la Révolution et anciennement place Louis XV. Et vous aviez une statue immense de Louis XV à la place de l'Obélisque à l'époque. Alors vous aviez, je crois que c'est la main qui est conservée au musée Carnavalet, juste la main doit faire ma taille. Donc c'est vous dire à quel point c'était énorme. Et à l'époque, vous aviez les deux bâtiments que vous avez ici, que vous voyez en général à chaque défilé, que sont l'hôtel de la Marine, qui est en travaux actuellement, et que sont l'hôtel Crillon, on va dire, ici, avec l'église de la Madeleine. Et ça, c'est une des places royales. Et c'est pour faire un peu respirer la ville. Vous aviez également d'autres poumons pour que la ville respire, comme par exemple là, vous aviez le jardin des Tuileries. C'est un bon exemple. Vous aviez le Champ de Mars aussi. Vous avez le jardin du Luxembourg, le jardin des plantes du roi. Mais bon, je ne crois pas qu'il était ouvert au public celui-là. Mais vous voyez que la ville a beau avoir ce tissu-là, elle grandit dans ce cadre urbain qui est enserré par les remparts. Elle finit par grandir, grandir, grandir. Il y a des interventions pour la faire respirer. Au bout d'un moment, les remparts atteignent leurs limites, donc ça se développe autour de la ville. Et ça a été le cas pour Paris, évidemment. Ce que vous avez avant la Révolution, par contre, c'est la construction du mur des fermiers généraux, qui est assez intéressant, qui est très français finalement. C'est une enceinte, c'est la seule enceinte de Paris parmi les 7 de l'histoire parisienne, qui a été construite non pas pour des raisons défensives, mais qui a été construite parce que pour des raisons fiscales. C'est-à-dire qu'en gros, on a ceinturé Paris pour contrôler les marchandises qui rentraient et pour les taxer, évidemment. Et vous avez un des héritages qui nous reste de l'enceinte des fermiers généraux, ce sont les pavillons d'octroi que vous avez à Paris. Vous en avez plusieurs, par exemple à la Villette. Alors attendez, il est où parce que le mur des Je t'aime, évidemment, c'est important. Le bassin de la Villette. Bon, attendez, on va prendre la place de la Nation, qui est une autre barrière d'octroi qui est autrement plus spectaculaire, qui, voilà, qui est là. Et voilà, là vous avez les pavillons d'octroi qui ont été construits, j'ai oublié le nom de l'architecte, je l'ai lu tout à l'heure en plus. Mais voilà, en gros, vous aviez ces pavillons-là pour contrôler l'entrée des marchandises. Enfin, là, en l'occurrence, les colonnes étaient décoratives. Là, vous avez les deux pavillons ici qui ont été conservés. D'ailleurs, ça s'appelait la place du trône avant de s'appeler la place de la Nation, comme c'était un hommage à la monarchie. Et si je reprends un peu de hauteur, en fait, il faut s'imaginer qu'il y avait un mur qui partait de ces pavillons et qui reliait tous les pavillons entre eux. Et ça, c'est une des enceintes qui a corseté Paris et qu'on a détruit, évidemment, pour construire des artères par-dessus à cette époque-là, évidemment, mais pas que. Et donc la ville grandit à cette période. On est à l'époque révolutionnaire, vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire était un peu mouvementée à l'époque révolutionnaire pour la France déjà et pour Paris également, avec plaisir, Sœur Lapinou. Et Paris à l'époque du coup, bruisse de tous les complots de la Révolution. Paris également hurle quand il y a les grandes manœuvres qui ont lieu, quand il y a la terreur, etc. La Révolution finit par s'achever, c'est un long débat historique, quand est-ce que la Révolution s'achève. En gros, le régime révolutionnaire finit et ça va être l'Empire. Et Napoléon, lui,
va être celui qui va initier de grands travaux à Paris. C'est pas le premier évidemment, mais c'est vraiment de notre époque contemporaine, c'est ce qui est encore très vivace dans le tissu urbain parisien. Et vous le voyez par exemple, un des plus connus, c'est la rue de Rivoli que vous avez là, qui est une grande percée. Donc ce qu'on fait, c'est que là, on n'est plus dans l'optique où il y a des fortifications qui ont été détruites et on construit des routes ou des boulevards par-dessus. Là, on va carrément percer à travers le tissu urbain. C'est comme si je vous disais que de là à là, j'allais construire une route et que j'allais, un peu comme dans SimCity ou City Skyline par exemple, on allait construire à travers les bâtiments. Et ce qui est intéressant avec la rue de Rivoli, c'est que non seulement c'est une grande percée majestueuse qui porte le nom d'une des victoires militaires de l'empereur, qui longe les Tuileries. Alors les Tuileries, c'est le jardin, également le palais, donc c'est un lieu de pouvoir. Et vous avez également cette homogénéité en termes architectural avec que des arcades le long de la rue de Rivoli. Et en ça, c'est intéressant. Napoléon ne fait pas que ça. Il y a notamment un autre de manière plus anecdotique, par exemple, et puis ça prendrait des heures à en parler. Mais sur la place de la Bastille, à l'époque, il y avait la statue de l'éléphant, qui était une fontaine et qui avait été construite, qui était un projet de fontaine, et on avait la statue de l'éléphant qui avait été là avant que finalement on s'en débarrasse un peu. Mais vous aviez un éléphant géant à la Bastille, là-dessus aussi. Napoléon, évidemment, fait construire tout un tas de bâtiments publics dans le tissu urbain parisien, il fait quelques percées, il fait rénover certains monuments, mais Napoléon... Pardon, excusez-moi, je vais boire un peu. Napoléon construit des ponts également, et finalement la monarchie arrive, et la monarchie, avec la restauration monarchique, arrive et ne permet pas à Napoléon de réaliser tout son travail qu'il voulait faire sur Paris. Par exemple, si vous prenez le Trocadéro, ça c'était un des projets de Napoléon. Le Trocadéro, c'est ce bâtiment que vous avez là à l'époque, mais Napoléon avait un projet qui était celui de Palais du Roi de Rome, par exemple. Alors, Palais du Roi de Rome... Et Napoléon avait pour idée en fait de faire construire ça à la place du Trocadéro, avec évidemment un grand parc qui va derrière comme il faut. Et vous voyez, alors on est dans les hauteurs, hein, c'est la colline de Chaillot, je crois. Donc vous avez cette construction en terrasse par rapport au fleuve, mais on aurait dû avoir ça. Le roi de Rome étant évidemment l'Aiglon, étant le prince impérial, étant le fils de Napoléon. Qu'il avait eu avec une de nos souveraines qui était d'origine autrichienne. Bon, Napoléon n'a pas eu le temps de le faire, et par la suite, on a eu le Trocadéro pendant l'exposition universelle au tournant du XXe siècle. Je ferme cette parenthèse. Donc la restauration, Napoléon commence des travaux de modernisation, mais un autre qui va vraiment contribuer à moderniser Paris va être Rambuteau. Rambuteau, alors ce n'est pas que pour les Parisiens, c'est un nom qui leur parlera si vous fréquentez le centre de la ville, mais Rambuteau, ça a été un des préfets de la Seine, hein, c'était le département dans lequel était Paris à l'époque, et Rambuteau, lui, va moderniser l'éclairage, tout ce qui est évacuation des eaux, il va commencer à faire quelques grandes percées, etc., dont la rue qui porte son nom, et il va être le précurseur d'Haussmann là-dessus. Et Paris, on est à l'époque de la monarchie de Juillet, on est sous Louis-Philippe, on est dans les années 10... alors j'ai peur de vous dire une bêtise sur la date, mais grosso modo, on est dans la première moitié du 19e siècle, et Rambuteau commence ses travaux de modernisation là, mais évidemment le nom que tout le monde connaît et dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est celui d'Haussmann. Et donc, il faut vous dire qu'à Paris, à l'époque, les fortifications, alors il y avait le mur des fermiers généraux qui grosso modo prend les 11 premiers arrondissements actuels de la capitale, mais qui a été détruit. Et il y a eu l'enceinte de Thiers, qui était ministre de la guerre à l'époque, qui a fait construire en gros une enceinte tout autour de Paris avec des ouvrages militaires qui, elles, permettaient de défendre la ville, parce que ça, en 1815, ça avait marqué les décisions, c'est que les troupes coalisées contre la France avaient pu rentrer à Paris, et là le fait d'avoir les fortifications autour de Paris permettait de la protéger, et donc on a voté des crédits pour construire ces fortifications dont il reste quelques vestiges et qui grosso modo épousent le trajet du périphérique parisien. Et donc Paris faisait, on va dire en gros cette taille, il y avait les fortifications, Napoléon III arrive avec Rambuteau, hein. C'est le Second Empire. C'est tout d'abord le décret d'annexion de toutes les communes qu'il y a autour de Paris, en dehors de l'enceinte des fermiers généraux, et tout ça forme Paris. Donc Paris est plus grand, Paris va avoir un nom
va changer l'organisation administrative. C'est là que vont naître les arrondissements modernes. Et alors là, vous ne le voyez pas, mais en fait, la numérotation des arrondissements de Paris se fait en escargot. 1er, 2e, 3e, 4e. Et là, vous l'avez 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, etc. Donc ça fait un escargot. Pourquoi ? Parce qu'à la rigueur, on aurait pu garder le nom des communes qu'il y avait auparavant. Tout ce qui subsiste encore dans les noms de quartiers. Bercy, par exemple. Quand on parle de Bercy aujourd'hui, ça désigne le ministère des Finances. Mais Bercy était une des communes qui a été annexée à Paris. Vous en avez eu tout un tas comme ça. Et évidemment, je les connais, et là, le nom ne me vient plus, parce que Passy, par exemple. Passy était une des communes. Bon, il n'y a pas les noms des... Peu importe. Donc ces communes sont annexées, et on décide de redessiner le plan d'organisation administrative de Paris. Donc il y aura des maires d'arrondissement et le préfet qui gérera tout ça pour tenir la population un peu trop prompte à la révolte en respect. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va numéroter comme des arrondissements, parce qu'à l'époque, alors il n'y avait que 11 ou 12 arrondissements dans Paris. Là, on va créer quand même beaucoup plus d'arrondissements, et il n'y avait pas de 13e arrondissement. Le problème, c'est que à l'époque, il y avait une expression qui s'appelait se marier à la mairie du 13e dans Paris, et qui était assez infamante, et qui voulait dire, alors que je vous le dise, qui voulait dire vivre en concubinage. Donc en gros, c'est vivre en dehors des liens du mariage, qui pour le 19e siècle bourgeois et respectable était assez mal vu, et ça tombait dans les beaux quartiers, selon la nouvelle numérotation. Donc il a fallu replonger sur la pression du lobby bourgeois sur une nouvelle numérotation, et c'est comme ça qu'on est arrivé à la numérotation en escargot, par exemple. Bon, alors ça, c'est pas le... Bon, maintenant, on a le cadre, on a la manière d'organiser, et Haussmann, qui est préfet de la Seine, aux côtés de Napoléon III, là, va vraiment charcuter Paris, pour le meilleur, puisque ça va être toutes les grandes percées haussmanniennes que vous voyez ici, par exemple, tous ces grands axes que vous voyez sont créés par Haussmann. On tranche dans l'art, on trace la large. Alors, on a des grandes avenues rectilignes, proprêtres, extrêmement larges pour laisser passer les canons en cas d'émeute. Et on va continuer à moderniser Paris. Haussmann, c'est de grandes avenues, c'est de grandes percées, c'est la modernisation de Paris, c'est la construction de tout un tas d'édifices publics. L'Opéra de Paris, par exemple, ça va être la construction des Halles qui se poursuivent, ça va être la finalisation du Louvre qui est réuni aux Tuileries, ça va être tout un tas d'éléments architecturaux. L'église, je vais y arriver... l'église Saint-Augustin. Évidemment, c'est à cette époque qu'on commence à rénover Notre-Dame de Paris. Et donc tout ça fait que la ville est modernisée. Haussmann va également, lui... qu'est-ce que j'allais vous dire, ça, j'aurais dû faire des notes avant de tout dire de tête, parce que ça aurait été beaucoup trop simple de ne pas le faire. Haussmann va également... les marchés, par exemple, on construit énormément d'équipements urbains, des marchés pour alimenter la population, des réservoirs d'eau, des parcs, énormément de parcs sont construits. Par exemple, le parc Monceau, le parc Monceau qui est là, par exemple, c'est un des parcs qui est construit. Donc, c'est une époque bourgeoise, c'est une époque où il y a un retour au religieux, et Paris vraiment se part de tout ça. Il y a les gares qui sont construites, qui continuent d'être construites à cette époque. Donc, vous voyez vraiment le parc des Buttes-Chaumont ici, qui est construit à cette époque. Le bois de Vincennes et le bois de Boulogne, qui sont rattachés à Paris et qu'on confie à des paysagistes. Donc, il y a énormément du visage actuel de Paris qui est réalisé, et le plus marquant, c'est sûrement l'architecture, le style haussmannien. Le style haussmannien, ça va être, on va aller avenue de l'Opéra, parce que je pense que c'était un des plus jolis exemples qui me parle. Alors, Opéra, où es-tu? Tu es là. Donc, hop, on va se mettre au milieu de l'avenue de l'Opéra. Le style haussmannien, c'est simple. Ce sont des bâtiments de pierre de taille avec une hauteur, je crois que c'est 37 mètres. Tous les bâtiments font la même hauteur, le même style, et des balcons au 2e et au 5e étage, normalement. 2e, 1, 2, 3, 4, 5, bon là il triche un peu, mais vous voyez l'idée, bon là vous l'avez pas, mais en gros voilà, c'est d'avoir cette unité architecturale-là, et Paris, donc tout ça est très bien raconté d'ailleurs dans le roman d'Émile Zola, La Curée, toute cette frénésie des travaux que vous avez à Paris à l'époque. L'Opéra de Paris, par exemple, qui est du style Second Empire ou du style Napoléon III, qui est cette espèce de mélange de baroque, de classicisme très coloré qu'on a retrouvé en dehors de la France aussi.
Et Paris vraiment commence à se transformer énormément à cette période. Alors, j'en profite pour lire les catacombes, non, ce ne sont pas de Haussmann. Les catacombes, en fait, ce sont les anciennes carrières de pierre de la ville de Paris, qu'on a rempli avec les ossements de tous les cimetières qu'on a vidés à l'époque, parce que évidemment quand vous construisez le quartier des Halles avec les marchés, il y avait le cimetière des Innocents qui était là, qui était alimenté depuis des siècles. On a vidé tous les ossements et on les a mis dans les catacombes, parce que la ville des vivants devait s'étendre au détriment de la ville des morts, et on a tout mis là-dedans. Et donc c'est des carrières de pierre, des cavités naturelles qui sont reliées entre eux, et c'est le système de catacombes de Paris. Montsouris également, oui, Montsouris ça fait partie des parcs qui ont été construits à l'époque. Donc le Second Empire, alors on n'a pas le temps de réaliser tous ces travaux, ça par exemple, vous l'avez par exemple, je crois que, alors on va aller à rive gauche, oui on va aller à rive gauche, alors que je me trompe pas, où est la rue de Rennes? Voilà, vous aviez... Là, vous voyez qu'il y a une coupure très nette entre la rue de Rennes et le boulevard Saint-Germain, mais la rue de Rennes aurait dû être prolongée jusqu'à la Seine, par exemple, ce qui n'a pas été le cas. C'est une des choses qui n'a pas été finie. Vous avez également des choses qui ont été préservées in extremis. Vous avez le Louvre, vous avez la colonnade de Charles Perrault qui est là. Normalement, si vous regardez bien, vous auriez dû avoir une grande avenue qui aurait dû déboucher ici en face, mais on a pu préserver, heureusement, à cette époque, l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, parce que, comme le disait Haussmann, c'est pas ma faute si en France les rues se coupent à angle droit. Mais donc vous voyez qu'on a là l'église Saint-Germain-l'Auxerrois ici, à côté la mairie de l'arrondissement qui a été construite dans un style qui imite celui de l'église qui est juste à côté, par exemple. Et vous voyez, une des façades les plus monumentales du Louvre d'ailleurs. Pardon. Alors, est-ce que tu vas faire un up de personnage? Ouais, avec le double XP. Oui, sûrement, il y a des chances, en tout cas. J'en profite un peu. Le Louvre, c'est intéressant, et ça va être écoutez, ça fait un très bon point de départ pour la transition avec l'époque suivante. Alors, on va mettre dans la bonne direction. Alors, si vous connaissez un peu votre histoire, vous saviez que, et j'en ai parlé tout à l'heure, là vous avez le jardin des Tuileries, mais vous aviez entre ces deux pavillons du Louvre un palais qui s'appelait le palais des Tuileries, qui avait plusieurs siècles, qui était le siège du pouvoir exécutif. C'est là que, en gros, c'était l'Élysée de l'époque, et qui n'est plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on fait la guerre à la Prusse en 1870, on perd, et Napoléon, donc c'est la fin de l'Empire, et ça va être la proclamation de la République, et c'est la Commune de Paris, et le Palais des Tuileries, comme l'Hôtel de Ville, ou comme les impôts aussi, vont faire partie des bâtiments qui ont été incendiés par les communards. Le Palais des Tuileries ne sera jamais reconstruit, ce qui fait que vous avez toujours ce vide qui est entre le Louvre et que finalement le Louvre n'a plus son intégrité longtemps. L'Hôtel de Ville est reconstruit, les impôts aussi ont été reconstruits, je vous rassure. Mais vous voyez que ça a laissé des stigmates qui sont toujours, alors pas visibles, mais qui sont en tout cas très présents dans la mémoire parisienne. On dit toujours le jardin des Tuileries, mais le palais qui leur a donné leur nom n'est plus là, en tout cas. Et donc, toute une partie des grands travaux qui avaient été initiés à l'époque du Second Empire sont poursuivis. C'est la fin du percement du boulevard Saint-Germain, par exemple, qui est là. Le boulevard Saint-Germain. Alors moi, pour avoir vécu dans le 5e, donc c'est quand même la partie médiévale de Paris, il y a tout un tas de rues médiévales qui ont été détruites pour le percement du boulevard Saint-Germain, par exemple. Et les travaux continuent comme ça. La Première Guerre mondiale va arriver, on a toujours les fortifications autour de Paris, et finalement, excusez-moi, je vais boire un peu. Écoute, merci Lumia. Et il y a quand même toute cette on parle vraiment de modernisation de Paris, et toute cette modernisation n'est pas que l'apanage de Napoléon III, du Second Empire ou d'Haussmann. C'est vraiment des considérations urbaines, hygiénistes de l'époque qui fait que ça doit être aéré, il doit y avoir de la place, les gens doivent avoir de l'espace, on ne doit plus avoir des choses aussi... on habite autant de promiscuité qu'avant, et tout ça continue effectivement. Alors les styles architecturaux continuent à évoluer, évidemment. Il y a l'arrivée du béton qui existait auparavant, mais qu'on masquait sur de la pierre de taille. Par exemple, la gare d'Orsay, qui est aujourd'hui le musée d'Orsay, a une armature en béton, ou l'église, par exemple, Saint-Augustin à Paris. Tout ça, c'est de l'armature en béton ou en métal, et on plaque par-dessus
de la pierre de taille sculptée. Mais le béton, au fil du XXe siècle, va de plus en plus apparaître. Et un des ambassadeurs du béton, c'est Le Corbusier, vous le savez, et notamment un des grands trucs de l'urbanisme d'entre-deux-guerres, ça va être, oui, si je dis pas de bêtises, c'est le plan voisin. Et par exemple, le plan voisin consistait, alors qui n'a jamais été appliqué, Dieu merci, mais à raser tout le centre de Paris pour faire des grandes avenues avec des grands immeubles où vivaient, des grandes tours où vivaient des milliers de personnes. Et attendez, si pour vous voyez, mais le genre de considération de l'époque. Hop, alors. Et voilà, le plan voisin, c'est ça. Vous auriez eu ça en fait au milieu de Paris, donc vous avouerez que c'est pas non plus ultra glamour. Là, vous avez la Seine, par exemple, vous avez le Louvre ici, mais vous imaginez ça en plein centre de Paris. Donc ça, c'était les conceptions urbanistiques de l'époque. Dieu merci, ça a évolué, mais c'était la modernité de l'époque. Et ça, c'est toujours un conseil que je donne. Voilà. Quand on vous dit c'est moderne, méfiez-vous, parce que des fois, la modernité vieillit très mal, et ça, on en est vite revenu. Donc les années passent, la guerre arrive, les fortifications vont être... attendez, je vais juste vérifier la date pour pas vous dire de bêtises. Alors, ça marcherait mieux si je tapais dans le bon champ. Les fortifications de Paris vont finir par être rasées pour faire de la place et elles sont détruites. Déclassement. Voilà, juste après la Première Guerre mondiale, j'avais un doute, et donc c'est entre deux guerres, elles aussi, qu'elles vont être détruites, et donc en gros, en dessous de l'ancien tracé, des... Là, on va prendre une vue photo de Paris en 1950, comme ça vous verrez à quoi ça ressemblait à l'époque où il y avait aussi l'industrie dans Paris, et j'en parlerai après. Mais en gros, vous aviez d'un côté l'enceinte de Paris, donc le chemin militaire qui longeait l'enceinte, lui, a été élargi pour donner les boulevards des Maréchaux. Et de l'autre côté, on va construire des habitations. Donc c'est les habitations bon marché. C'est ces grands bâtiments en briques que vous avez à la périphérie de Paris. Et par la suite, on construira au-delà le périphérique après-guerre. Donc ça, Paris change à cette époque. Et il y a toujours cette idée de donner de l'habitat, etc. Mais on est à une époque où Paris est toujours une ville industrielle. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur la crue de la Seine en 1910. Je vous y renvoie sur la chaîne YouTube. Là, par exemple, vous voyez ce qui est actuellement l'université de Jussieu, qui était en gros les entrepôts à vin qui servaient de port à Paris à l'époque. Et là, par exemple, il y avait une vraie activité portuaire à Paris où on acheminait des marchandises et on en faisait venir aussi. Là, vous en aviez là. Vous aviez évidemment toute la partie avec les voies ferrées qui sont en train d'être couvertes aujourd'hui, qui sont là, mais vous n'aviez que des usines aussi. Et aujourd'hui, quand vous voyez, par exemple, des bâtiments en béton qui ont été construits dans les années 60 ou des choses comme ça, il y a fort à parier que ce soit des bâtiments qui ont été construits par-dessus d'anciens terrains qui étaient industriels, par exemple. Donc Paris continue d'évoluer comme ça, la guerre passe, il y a quelques destructions qui sont commises, mais grosso modo, il n'y a rien de catastrophiste. Et on arrive aux considérations de la modernité qui est celle qu'on peut constater très souvent quand on va dans beaucoup de villes dans Paris. Donc ça va être les tours, parce qu'il y a eu des destructions, il faut loger les gens, donc il faut construire en hauteur, on va s'affranchir de tout un tas de règles de l'urbanisme. Si tout ce que préconisait l'école d'Athènes, ou comme le plan voisin n'a pas été appliqué, il y a quand même des choses qui ont été faites. Vous aviez, par exemple, l'alignement sur les rues et par rapport aux autres façades est plus respecté. Donc vous avez par exemple... Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je pense que c'est l'avenue de Flandre. Il faut que je crois que c'est par là. Oui, voilà. Là, je pense que c'est un bon exemple. Donc vous voyez que à droite, oui, c'est l'avenue de Flandre. On est vraiment dans le Paris classique, des immeubles en pierre de taille, etc. On pourrait être dans Amélie Poulain, sauf que la modernité passait par là de l'autre côté. Et vous avez, écoutez, on va même passer en vue 3D parce que ça sera beaucoup plus parlant. Mais voilà, vous avez des choses comme ça qui sont construites en face. Et donc vous n'avez pas le respect de l'homogénéité du tissu urbain. Vous avez des tours, alors là encore ça va, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais vous voyez que c'est pas idéal. Vous avez des projets comme le Front de Seine ou les Olympiades qui sont construites. Vous avez vraiment beaucoup de choses comme ça qui vont prendre des libertés avec les règles traditionnelles de l'urbanisme. On va s'affranchir de tout un tas de règles. C'est la construction sur dalle à l'époque. C'est-à-dire qu'on va construire une immense dalle en hauteur par-dessus laquelle on va construire des tours. Les Olympiades, c'est encore un des meilleurs exemples de construction sur dalle à Paris.
Donc tout ça défigure, de mon point de vue, défigure peu à peu le tissu urbain de Paris, à la faveur de la désindustrialisation du pays aussi, et d'un autre phénomène, c'est qu'on avait à Paris énormément d'îlots insalubres. Les îlots insalubres, qu'est-ce que c'est? Ce sont de vieux pâtés de maison, de vieux îlots d'habitation, des vieilles habitations sur lesquelles qui sont insalubres, où il y a de la promiscuité, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas le confort, il n'y a pas autant d'occurrences d'évacuation, vraiment les gens vivent dans des conditions de promiscuité et de manque d'hygiène qui font que c'est des nids à infection, il y a énormément de paupérisation, et tous ces îlots insalubres vont être détruits peu à peu. Un des plus connus est ceux qu'on avait rasés pour construire le centre Pompidou, mais vous en avez un peu partout dans Paris. Et peu à peu, entre les friches industrielles et les îlots industriels, vous avez Paris qui va, après-guerre, se couvrir de bâtiments modernes en béton, etc. Et vous avez également d'autres projets beaucoup plus terrifiants que sont par exemple le plan autoroutier de Paris. Et l'idée était on est à la grande période de la bagnole, et l'idée, c'est de faire arriver des autoroutes en plein cœur de Paris, comme on l'a eu dans d'autres villes, par exemple à Lyon ou à Marseille. Donc, il y a certains segments du plan qui sont réalisés en partie, par exemple sur l'avenue d'Italie, dans le 13e, qui est peut-être l'arrondissement le plus défiguré par ce genre de modernité. Mais peu à peu, on va se rendre compte de la folie du truc, que c'était de faire arriver des autoroutes, puis faut vous dire qu'on était à l'époque, les voitures polluaient, c'était du 2x4 voies, enfin c'est des horreurs, en plein milieu urbain, dans des endroits où vous aviez de l'haussmannien, vous aviez du patrimonial. Tout ça va être arrêté malheureusement. Ça aura aussi des conséquences tragiques, parce que vous avez tout un tas de gens qui ont investi, qui ont acheté, qui sont allés se loger dans des zones où l'autoroute devait arriver. On est à l'époque où on se déplaçait en bagnole, l'autoroute n'est jamais arrivée, et il y a tout un tas de coins en banlieue qui se sont trouvés complètement isolés parce que finalement ils n'ont jamais été raccordés à l'autoroute qui devait arriver, puisque l'autoroute n'est jamais arrivée. Et on va revenir sur tout ça au fur et à mesure des années. Giscard va siffler la fin de la récré sur tout un tas de trucs en termes de grands projets farfelus. Ça n'aura pas empêché que Paris ait été défiguré en partie. Là, par exemple, vous avez un des quartiers les plus hideux de Paris, qui est Montparnasse, avec la célèbre et magnifique tour qu'on a. Dites-vous qu'à l'époque, vous aviez une gare qui ressemblait aux gares parisiennes, pierre de taille, verrière en métal, charpente en métal et verrière, qui s'arrêtait là. Devant la rue de Rennes, on a rasé la gare et on l'a mise ici. Et pour construire, pareil, des grands immeubles, on construit sur dalle, etc. Et on construit la tour. La gare Montparnasse, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue, c'est cette célèbre photo de train que l'on voit qui est tombée de la façade de la gare. C'était à l'ancienne gare Montparnasse que ça a eu lieu. Donc finalement, on se rend compte que finalement on est peut-être allé trop loin, les considérations avancent aussi, et on devient plus respectueux de l'urbanisme, du bâti. On arrive à des choses, déjà les Parisiens n'aiment pas les tours, il y a un côté inhumain dans les tours, et puis ça pose aussi, il y a une question esthétique qui se pose, et on va revenir à ça petit à petit. Les immeubles vont être on va complètement arrêter les tours, les gens ont été assez traumatisés par ça, on va revenir à des habitats qui sont moins inélégants, plus respectueux du tissu urbain, plus alignés sur les autres façades, etc. etc. On n'est plus à l'époque haussmannienne non plus, il n'y a plus des règles très strictes sur les façades, mais on arrive quand même à des choses un peu plus intéressantes. Et de ce point de vue-là, ce qui se fait dans le 13e, dans la ZAC rive gauche, qui est l'ancienne zone industrielle, est intéressant, puisque on couvre les voies ferrées, on préserve le patrimoine industriel, on ne le détruit plus. Je vous rappelle que dans les Halles, on avait ces magnifiques pavillons Baltard qui ont été rasés pour construire quelque chose qui aurait dû être des machins en béton affreux qui finalement n'ont pas été faits. Et il y a un pis-aller qui a été trouvé à l'époque où Chirac était maire, et on a construit les anciens pavillons parapluies. Aujourd'hui, les Halles ont la tête que vous connaissez, mais pour vous dire que la question des Halles se poserait aujourd'hui, on aurait préservé les pavillons. Et on le fait aujourd'hui, par exemple, quand vous allez, moi à mon université qui est Paris 7, aujourd'hui elle est 6 au Grand Moulin, j'ai allé à l'école d'architecture qui est de l'ancienne usine d'air comprimé, ce patrimoine industriel est préservé également. Je le vois également à Levallois où je travaillais et où je vis, le patrimoine industriel a été préservé alors que dans les premiers temps de réaménagement, il a été détruit. Et on arrive à ce respect qui est de plus en plus poussé, avec des considérations
qui sont humanistes, qui vont être écologistes aussi, avec une ville qui est co-responsable, qui est propre, une ville avec des techniques, avec des panneaux solaires, avec de la verdure, etc., etc. Donc Paris vit quand même avec son temps, sans parler du reste en termes de modernisation électronique, Internet, etc., etc. Donc vous voyez que Paris vit avec son temps, c'est pas une ville musée qui est figée là-dessus. Paris porte encore les marques de son histoire urbaine là-dessus. Vous le voyez aux grandes percées de Haussmann qui sont toujours visibles. Vous le voyez aux boulevards qui ont été percés à l'époque de l'Ancien Régime. Vous le voyez au tamis urbain qui est... la trame urbaine, pardon, je vais y arriver, du 13e arrondissement post-industriel. Vous le voyez encore dans cette zone qui est en train d'être aménagée, parce qu'effectivement, Paris, le loyer monte, et il y a des choses qui étaient inimaginables il y a des décennies, qui sont inimaginables aujourd'hui, vu que le foncier coûte de plus en plus cher. Parce que je vous laisse imaginer ce que ça peut... Alors, il faut le voir, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter de couvrir des voies ferrées, sans fermer les voies ferrées, en construisant des immeubles par-dessus. Donc ça pose tout un tas de questions intéressantes pour l'avenir de Paris, en tout cas. Il y a également les polémiques qui ne cessent pas. Hein. Vous avez au parc des expositions de la porte de Versailles, qui est... Il est où? Charletti est là, donc Versailles doit être par là. Parc des expos... mais il est là. Voilà, il est question de construire une grande tour, la tour Triangle, et ça aussi, ça fait polémique à bien des égards. Et ça, c'est une question qui se pose pour beaucoup d'habitants de villes qui ont une forte histoire patrimoniale. Je vous en avais parlé dans l'histoire de Saint-Pétersbourg. Il y a une immense tour qui doit être le siège de Gazprom qui a été construite. Elle a quand même été construite, mais plus loin que qui était imaginé, parce que les habitants n'en voulaient pas, que ça gâchait la perspective et qu'on la voyait émerger un peu partout. Là, on la voit le bâtiment est joli hein, quand même, mais le bâtiment est construit, on le voit de loin, elle n'est pas si défigurant que ça. Mais c'est pour vous dire que c'est pas une spécificité qui est uniquement française. Et je vais faire une pause et je vais regarder vos questions. Alors, est-ce qu'il existe encore des rues médiévales à Paris? Alors, oui et non. L'histoire médiévale, le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans, hein, donc évidemment que ça a marqué Paris. Ça, vous le retrouvez dans beaucoup des noms de la toponymie parisienne. C'est toutes les rues de Saint, par exemple. Rue Saint-Jacques, Saint-Denis, Saint-Michel, etc., etc. Tout ça date évidemment de l'époque médiévale. Les noms de métiers aussi, parce que c'est lié aux corporations. De rue des Lavandières, par exemple, on est à côté des Halles, mais vous avez énormément de rues de noms de rues qui datent de l'époque médiévale et de tracés de rues quand ça n'a pas été coupé. Mais Haussmann est passé par là et il y a beaucoup de rues qui ont été sacrifiées pour faire les grandes percées et finalement les rues se sont retrouvées un peu démembrées. Vous avez des rues qui portent également le nom des fondations religieuses, que ce soit des églises, des abbayes, des couvents, des monastères qui étaient à côté et qu'on retrouve aujourd'hui. Port-Royal, les Bernardins, tout un tas de rues comme ça et évidemment les rues en rapport avec les églises, mais enfin les quartiers aussi. Donc vous voyez que tout ça est très présent. Mais est-ce qu'on a des bâtiments médiévaux à Paris? Alors il y en a quelques-uns. Alors il y a les églises déjà, qui sont le plus grand legs qu'on ait encore du Moyen-Âge, parce que c'est construit pour durer. Vous avez quelques rues médiévales. Alors j'ai un exemple en tête, je vais essayer de vous le retrouver. Une maison médiévale. Alors c'était dans le Marais. Il faut que je me rappelle. Je crois que c'est par là. Faut juste que ça doit être... Ah voilà, elle est là. Alors, je ne saurais pas vous dire si elle est d'époque ou pas, celle-ci, et à quel point elle a été rénovée. Après, il y a beaucoup d'immeubles moyenâgeux qui ont eu... où on a fait du fassadisme, c'est-à-dire qu'on a remplacé la façade, en gros, pour faire simple, et qui aujourd'hui existent toujours. Mais ça pourrait être des bâtiments comme ça, par exemple. Mais voilà, des bâtiments médiévaux comme ça, ou avec des avancées sur rue, non, il n'y en a plus, je crois, et c'est quand même assez rare. Enfin, c'est pas forcément évident d'en trouver, parce que beaucoup des bâtiments de l'époque du Moyen-Âge étaient en bois, et que le bois, ça brûle ou ça se dégrade aussi. Donc voilà, c'est compliqué d'en trouver là-dessus. Alors, autre question. Le plan voisin retombe autour de la BNF. Oui, c'est un peu ça. Sans le verre, tu n'aurais eu que du béton aussi. Mais après, moi, j'ai beaucoup de mal à cacher mon antipathie pour ce genre de style architecturaux. Moi, j'ai eu la chance de grandir au cœur de Paris, donc j'ai grandi dans... excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Je dirais que je bosse dans le showbiz.
Donc oui, moi, mon référentiel culturel s'est fait sur de la pierre de taille, du haussmannien, etc. Donc évidemment, j'ai enfin d'horreur les bâtiments comme ça. Ça, vous en avez partout dans le bloc de l'Est aussi. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la France et l'Union soviétique avaient collaboré sur la construction de logements sociaux, avec une industrialisation des éléments de construction de tout ce qui est tours d'habitation. Et là-dessus, décidément, excusez-moi, avec une industrialisation des processus de construction des tours d'habitation, par exemple. Alors, ça aurait été la banlieue en plein Paris. À Marseille, vous avez ça, par exemple. À Marseille, vous avez beaucoup plus de mixité sociale, et les HLM sont au cœur de la ville, et vous pouvez avoir une rue populaire et une rue un peu plus cossue. Donc ça, il y a des villes où ça existe encore en France. Alors, je ne connais pas assez le territoire pour savoir si c'est le cas, mais Marseille, par exemple, vous avez en plein centre-ville, comme si... à la place de l'hôtel de ville, ou juste à côté de l'hôtel de ville, vous aviez des grandes barres d'immeubles de 20 étages, bah, c'est un peu le principe là-dessus. Comme le quartier de Paris 7. Paris 7, je pense que tu passes de l'université, tu parles de Jussieu, mais voilà, l'université de Jussieu, c'est sur Dalle et c'est sur Pilotis, et c'est un truc qui est en plein milieu du quartier latin, là-dessus aussi. La meilleure vue de Paris, c'est au sommet de la tour Montparnasse, parce que c'est le seul endroit où on ne la voit pas. Oui, ça, effectivement. Et ça, c'est une blague très connue en général dans les villes où il y a des bâtiments moches. On dit que le gardien de l'immeuble moche en question est celui qui a le plus de chance, parce qu'il ne la voit pas de son immeuble. Est-ce que Montparnasse est toujours un quartier breton? Alors oui, oui et non. Oui, parce que ça a marqué considérablement le quartier, l'arrivée des Bretons, parce que vous savez que la gare Montparnasse dessert la Bretagne. Il y a beaucoup encore de crêperies, de choses comme ça, mais effectivement, vu les prix du foncier à Paris, non. Il n'y a pas que ça. Et puis c'est comme pour les quartiers d'arrivants. Les arrivants vont là, après ils vont se répartir ailleurs. Donc je ne suis pas expert, il y a un héritage breton, c'est clair. Après, de quelle manière, dans quelle mesure c'est encore très breton de manière vivante et pas touristique et artificielle, ça je ne saurais pas te le dire, Lumia. Ironiquement, quand on se bat dans certains coins de Londres, on en vient à trouver de l'haussmannien un peu inhumain. Oui, alors moi j'ai découvert Londres cet été, et ouais, il y a un côté vraiment extrêmement charmant dans Londres qu'on n'a pas à Paris. Mais c'est vrai que du coup, on réalise à quel point Paris est une belle ville aussi. C'est très français, Paris. Enfin, ça fait... j'ai l'air très cliché à dire ça, mais c'est extrêmement français de voir... c'est la même différence qu'entre les jardins à la française et les jardins à l'anglaise, finalement. Les jardins français, c'est la nature est domestiquée, des grandes perspectives rectilignes, la végétation est taillée. Le jardin à l'anglaise, c'est un truc un peu sauvage, où la nature reprend ses droits, où il y a plein de petits coins charmants. L'urbanisme, c'est un peu la même là-dessus. Moi, c'est le sentiment que ça m'a laissé, en tout cas. Il manque un gros œil rouge en haut de la tour Montparnasse, du coup. Oui, bah écoute, la tour Montparnasse va être rénovée. Alors, elle est un peu moins laide que l'actuelle. Je vais retrouver comme quoi on peut aussi réparer les erreurs. Le problème, c'est que pour la rénover, ils vont la surélever. Chercher le truc, mais elle devrait ressembler à... Attendez, je vais vous montrer ça. La nouvelle tour Montparnasse devrait ressembler à ça. Donc c'est beaucoup... Alors, adieu le vert marron dégueulasse, c'est beaucoup plus éco, vous mettez le vocable que vous voulez. Ça devrait ressembler à ça en altitude, donc c'est pour vous dire que voilà, on revient aussi sur énormément de choses qui ont été faites de manière urbaine dans les années 60-70. J'avais lu un article il y a quelque temps d'un bled en banlieue parisienne, je ne sais plus lequel, où ils cassaient un truc qui avait été construit sur dalle, ils ont cassé la dalle, ils ont fait des vraies rues ras du sol, comme ça se faisait jusqu'auparavant. Donc c'est pour vous dire que finalement, voilà, ça prend du temps à réparer, on n'est plus à l'époque du Second Empire, où finalement c'est un pouvoir autoritaire qui impose ça, qui exproprie, oui, parce que mine de rien on fait des percées, il faut exproprier les gens, il faut les indemniser. Zola parle très bien de ça dans La Curée. Mais aujourd'hui vous voudriez faire ça, mais vous, avec les réseaux sociaux, le côté, déjà vous interdisez aux gens de sortir, vous voyez le foin que ça fait, donc vous imaginez exproprier des gens sur tout un immeuble pour tracer une avenue. Ça serait infaisable aujourd'hui aussi rapidement, où il faudrait des circonstances très exceptionnelles, comme post-guerre ou post-destruction très massive en tout cas. Ou alors les préserver, il faut voir les serres d'Auteuil. À serres d'Auteuil, je ne sais plus ce que c'est devenu, c'était pour l'agrandissement de Roland-Garros, je ne sais pas s'ils les ont gardés au final. C'est pas Diderot, Paris 7, oui. Alors le nom de l'université c'est Denis Diderot, Paris 7, mais le campus c'était Jussieu, campus qui était partagé avec l'université Paris 6, Pierre et Marie Curie. C'est un peu comme entre non bon, peu importe.
Je suis allé jamais allé à Paris, vivant en Bordeaux. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes niveau architecture et organisation. Oui, ça, je pense que Bordeaux a aussi été beaucoup marqué par l'Ancien Régime. Et alors moi, pour avoir vécu à Marseille, il y a des percées, enfin, il y a eu l'empreinte du Second Empire à Marseille aussi. Donc j'imagine que c'est la même à Lyon, à Bordeaux également. Il y a aussi un très bon resto de couscous à Montparnasse. Écoute, ça s'appelle Chez Bébert. J'y suis allé et c'est très bon. La vraie hérésie, c'est le vert marron. Oui, je sais pas comment on a pu arriver à ça. Et alors, pourquoi ils ont fait la tour Montparnasse de cette couleur dégueu? De la même manière qu'ils ont fait... alors, Dieu merci, ça a disparu. Mais par exemple, la station Opéra, sur la ligne 7, à l'époque, les murs étaient bleu foncé et le carrelage orange. Donc je vous laisse imaginer à quoi ça ressemblait. C'était dégueulasse, c'était les goûts de l'époque, tout simplement. Regardez des vieilles photos de vous et dites-vous, mais comment j'ai pu m'habiller ou me coiffer comme ça? C'est un peu la même chose avec la mode ne concerne pas que les fringues ou la coiffure ou la musique ou que sais-je, ça concerne également les goûts architecturaux urbains et on a fait des choses comme ça. Ça, cet héritage, vous l'avez sur certains bâtiments, vous l'avez dans le RER qui est encore le métro de Paris rénove ses stations. On revient vraiment au carrelage blanc des origines, mais dans le RER, il y a beaucoup de stations qui sont très marquées des années de la construction dans les années 60-70. Oui, donc du coup, ils ont détruit certaines serres. Ok. Été à la mode, mais ça... d'accord. Écoutez, ça va faire bientôt 2 heures qu'on est ensemble, donc j'ai beaucoup parlé. Écoutez, est-ce qu'il y a... Alors, je vais pas faire... Peut-être qu'on refera ça pour un prochain stream. Se balader dans certains quartiers, ce sera mieux, peut-être. Ouais, on va faire ça, mais tiens, voilà, ça donne une bonne idée avec la vue en 3D vous avez le jardin des plantes du roi, vous avez la montagne Sainte-Geneviève, vous avez tout l'habitat, et là vous avez la partie qui a été urbanisée dans la deuxième moitié du XXe siècle, et c'est vrai que ça jure beaucoup, mine de rien, avec le reste. Alors, écoutez, je vais prendre peut-être quelques dernières questions, et puis on se baladera dans Paris pour le prochain stream du coup, ou demain, ou un autre jour du coup. Mais écoute, merci Anti-Moustique. Désolé, en tout cas, ça a été un peu brouillon, parce que j'ai pas pris de notes, donc j'y allais un peu au feeling. Faudra que je me discipline un peu plus en tout cas. Alors, avez-vous des questions? Est-ce que tu connais l'origine des noms des portes de Paris? Oui, alors c'est souvent parce que ça donnait... Alors vous aviez l'enceinte de la ville et vous aviez les portes. Les portes, c'est donc les sorties sur les enceintes, et on fermait les portes parce que sinon le principe d'enceinte perdait un peu de son utilité, et en général c'était par rapport à la ville qui avait de l'autre côté, tout simplement. Attends, voyons, on va trouver les portes de Bagnolet par exemple. Il y a quoi de l'autre côté de la porte de Bagnolet? Il y a la ville de Bagnolet. Porte de Versailles, il y a quoi de l'autre côté? Il y a le chemin qui va à Versailles, etc. etc. Donc c'est vraiment une indication géographique. Après, il faudrait que je vois la liste plus particulière, mais voilà, l'idée générale, c'est ça en tout cas. Est-ce que la rediff sera sur la chaîne YouTube? Et oui, évidemment, bien entendu. Je mets toutes les rediffs, évidemment, du stream sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas eu d'incident majeur lors de la construction du métro. Aussi, il y a eu plusieurs incidents, mais pas tant que ça finalement. Ça aurait pu être pire. Je crois que l'incident qui m'a le plus marqué, c'était... alors attendez, que je me repère là où on est. On est où? Hop, le Louvre est là. Voilà, on va retourner à Saint-Michel. Le Saint-Michel, c'est là. Donc vous avez le métro qui passe ici. Et le problème, c'est qu'entre la rive gauche et la rive droite, vous avez la Seine. Et donc il a fallu trouver un moyen de creuser sous la Seine pour faire passer le métro. Évidemment, vous imaginez que le lit d'un fleuve, c'est pas le truc le plus étanche qui soit. Et il a fallu inventer une technique. Et la technique, en fait, c'était de geler le sol avec, je crois que c'est de l'azote, mais je vous le garantis pas, et geler le sol pour creuser, mettre des caissons étanches dans lesquels passeraient les voies, et après le sol dégèlerait et l'eau retrouverait sa place, et du coup, ça serait passé comme une lettre à la poste. Donc les travaux sont faits, et il y a eu un accident avec, je crois, un accident à cause de la pression utilisée pour faire ces travaux. Il y a eu une explosion où il y a eu plusieurs ouvriers qui ont été tués, qui ont été projetés à plusieurs mètres de distance, et dont on n'a jamais retrouvé certains corps là-dessus, mais ouais, qui étaient assez éloignés quand même. Donc oui, il y a eu quelques accidents tragiques dans l'histoire du métro. Il y en a eu un autre, là c'était pas la construction, mais c'était
Vous savez que quand vous allez dans le métro, vous avez du caoutchouc sur les portes. Ce caoutchouc, il est là pour une raison bien précise, c'est pour éviter que ça coupe, parce que lors de l'inauguration d'une ligne ou d'une station de métro, on avait invité un général à venir inaugurer ça. Il a mis sa tête au moment où il fallait pas à travers la porte et il a été décapité. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont utiles, et évidemment il y a les accidents tragiques, comme il y avait eu par exemple à la station Couronne, je crois, ou Gambetta, je sais plus, enfin vers le Père-Lachaise, ça s'invente pas, il y avait eu plusieurs dizaines de morts, Dieu merci, les règles de sécurité ont évolué. C'est l'avantage des catastrophes, c'est que les règles de sécurité finissent par évoluer, et vous verrez que là, après l'épidémie de coronavirus qu'on est en train de se taper, les règles d'hygiène vont sûrement évoluer, et le milieu de la santé devrait sûrement avoir plus de moyens qu'il n'en avait jusqu'à présent, puisque c'était à qui mieux pour dépouiller le système de santé français. Tu vas faire des streams sur d'autres villes comme... alors écoutez, Marseille c'est faisable comme je connais, Saint-Pétersbourg j'ai déjà fait, et les autres, non, il y a peu de chance parce que ça demanderait beaucoup de boulot. Hein, donc là ça m'a quand même pris peut-être 2 bonnes heures pour me replonger dans mes lectures pour Paris. Donc ouais, ça demande aussi beaucoup de boulot, et si je stream tous les jours, je peux pas non plus investir 8 heures de travail sur une ville que je ne connais pas. Oui, le général. Fatality, oui, c'est ça. En tout cas, merci à vous. Écoutez, bonne fin de soirée et de confinement. Encore une fois, ne sortez pas, hein, on n'est jamais trop prudent. Pensez à vos proches ou même aux gens que vous ne connaissez pas et que vous risquez d'infecter. Ça serait dommage. Et... alors, attendez, il y a un dernier message. Oui, bah, comme quoi, les prophètes de mauvais augure à la Paco Rabanne ou à la Camille Flammarion. Donc, en tout cas, profitez de votre soirée. On devrait se retrouver demain, normalement, ou sinon lundi au plus tard, pour un nouveau jour de stream. D'ici là, excellente soirée à vous. Et puis, portez-vous bien.